Bonjour, je suis Nadine Tinem, CEO de PwC en Afrique francophone subsaharienne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de PwC Solver Talks. Comme vous le savez, nous avons initié il y a déjà quelques mois une réflexion prospective sur les pistes de solutions concrètes, sur les perspectives de développement de l'Afrique francophone subsaharienne à travers différents thèmes, à travers différentes thématiques qui touchent aux enjeux, aux challenges de notre région. La santé, l'éducation, l'agriculture, la gouvernance, le financement, l'énergie, la formation, etc. Plusieurs analystes, et nous sommes d'accord avec cela, s'accordent pour dire que les enjeux de l'Afrique ne sont pas la pauvreté, ne sont pas l'absence de compétences ou même l'absence d'équité, mais c'est lié à ces structures sociales, économiques et politiques qui ne produisent pas les effets escomptés et également aux solutions qui ont été développées jusqu'à présent et qui n'apportent pas non plus les réponses qui sont à la mesure des enjeux et des opportunités en Afrique. Comment allons-nous donc pouvoir tirer parti des opportunités que permet l'Afrique? Comment est-ce que nous allons nous organiser pour apporter des réponses concrètes et de manière assez urgente, tout en restant structurelle? Pour discuter aujourd'hui des thématiques, j'ai le plaisir de recevoir M. Diombo Michel, président de Unicongo, le patronat du Congo, qui est également un professionnel de l'informatique, mais reconverti dans le secteur agricole et qui aujourd'hui a une exploitation agricole importante qui transforme l'huile de palme de savane, la précision est importante, et également transforme cette huile de palme en savon. Aujourd'hui, M. Michel Diombo emploie dans le cadre de son activité plus de 45 personnes et offre également une centaine d'emplois indirects. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Michel Diombo. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, Nadine. Et j'ai également le plaisir d'avoir avec moi M. Maurice Kokolo, qui est partenaire chez PwC à FSS et qui est le responsable de PwC au Congo. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Ensemble, je vous propose de parcourir nos questions de réflexion de manière assez orientée, concrète, solution, autour de 3 thèmes. Le premier va être celui du développement du secteur privé et comment nous allons, dans le cadre de ce développement, réduire la dépendance aux industries extractives. Le second thème va être le développement des chaînes de valeur des produits agricoles et comment est-ce que la technologie peut accélérer, peut influencer. Et enfin, la formation de nos talents africains pour pouvoir répondre aux besoins du secteur privé et assurer cette croissance et cette compétitivité. Mais au préalable, je voudrais, Michel, que vous nous parliez des missions de l'organisation Unicongo que vous présidez. Je vous remercie. Donc, Unicongo, c'est l'union patronale et interprofessionnelle du Congo. C'est le principal syndicat patronal, donc nous réunissons toutes les sociétés, ou la majorité en tout cas des sociétés du secteur formel. Nous avons pour mission principale, bien sûr, comme tout syndicat patronal, de défendre d'abord les intérêts de nos membres, mais nous avons également pour mission de créer un cadre et de participer au dialogue public-privé, de créer un cadre d'échange également privé-privé pour être des acteurs du développement économique de notre pays. Donc on apporte des solutions
On a un rôle de conseil, non seulement vis-à-vis de nos adhérents, mais également auprès des pouvoirs publics. Donc, on est réellement le partenaire économique du gouvernement congolais, des bailleurs et des acteurs de l'économie au Congo. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des challenges dans le cadre de l'exercice de cette mission du Congo? Le challenge, c'est de pouvoir nous positionnons en tout cas comme un partenaire, comme je l'ai dit tantôt, des pouvoirs publics, et c'est de le faire percevoir par les pouvoirs publics, que les pouvoirs publics perçoivent de façon positive les propositions que nous leur faisons, en tout cas nous les voulons constructives, et donc c'est trouver les formes, les moyens d'apporter ces propositions, de faire ces propositions, afin que les mesures prises et mises en œuvre par les pouvoirs publics soient plus facilement presque mises en œuvre parce qu'elles auront été participatives dans leur construction. Donc c'est un peu l'objectif. Ça peut paraître un peu idéaliste de ma part, mais nous y travaillons en tout cas de façon très active. Merci Michel. Ça pourrait peut-être être idéaliste, mais c'est sans doute la voie par laquelle il faut passer, dans la mesure où, pour avoir un développement du secteur privé, il faut certainement avoir un secteur public qui supporte, qui accompagne. Et ça me permet de faire la transition avec le premier thème, qui est celui du développement du secteur privé et la réduction de la dépendance aux industries extractives, en prenant l'exemple du Congo. Lorsqu'on regarde des rapports récents de la Banque mondiale et même de la Banque africaine du développement, nous notons sans surprise que le secteur non pétrolier au Congo est peu développé, ce qui entraîne une diversification insuffisante et donc une forte dépendance au secteur pétrolier qui aujourd'hui doit représenter 90% des exportations, ce qui est très important, et probablement 80% voire plus des recettes publiques. Nous notons également que la pandémie Covid a eu de nombreuses conséquences, aggravé l'environnement sanitaire, économique, social, entraîné également un impact sur la pauvreté et les inégalités sociales. Or, nous avons besoin donc d'un secteur privé assez fort pour y arriver. En tant que patronat, comment pensez-vous que de manière concrète, on peut accompagner ce développement du secteur privé et d'une certaine manière, pour le cas du Congo, participer à construire cette réduction de la dépendance des activités extractives? Pour mieux répondre à cette question, je prends un pas de recul. Ce qui est à la base, le socle du développement économique, c'est le fait de disposer d'une main-d'œuvre suffisante et suffisamment qualifiée. Et qualifiée dans des métiers suffisamment divers et diversifiés pour permettre d'avoir, pour tous les pans d'économie dans lesquels on veut s'investir, de la main-d'œuvre prête à relever le défi. Or, dans une économie peu diversifiée, s'installe une forme de cercle vicieux où il existe une main-d'œuvre avec des compétences peu variées, souvent attachées à des métiers spécifiques au secteur ou aux quelques secteurs sur lesquels est focalisée l'économie. Et le fait de ne pas avoir une main-d'œuvre qualifiée dans un panel large de compétences fait également qu'on ne peut pas diversifier l'économie. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et donc, comme je le dis là, à la base, il y a la montée en compétence de notre main-d'œuvre, et pour ça, il faut revenir sur une décision qui a été prise. Désolé de faire un peu de l'histoire et de ressasser comme souvent ce sujet, mais à l'époque des ajustements structurels où il a été décidé de lever le pied sur l'investissement public dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, etc. Et pour ce qui est de l'éducation, il faut que nos décideurs y aillent de façon très volontaire et remettent des investissements publics dans l'éducation. Ensuite, quel modèle d'éducation? Il faudrait que nos curriculums, nos cursus soient adaptés aux enjeux du moment et aux enjeux futurs. C'est-à-dire que on ne soit pas que sur des curriculums qui soient plutôt tournés vers des disciplines très académiques. Il faut qu'on les adapte aux métiers techniques, technologiques, aux différents enjeux. Voilà, donc on doit avoir, et c'est ce qui existe déjà dans la plupart des pays, des plans stratégiques avec des priorités de diversification économique et sur lesquels on doit cadrer
des programmes de formation. Et donc, je pense que la première étape, si on adresse le problème de la mise à disponibilité pour le secteur privé de la main-d'œuvre qualifiée dans les métiers qui conviennent, ensuite, il faut pouvoir être en capacité d'employer cette main-d'œuvre. Pour employer cette main-d'œuvre, il faut créer un tissu d'entreprises suffisamment nombreuses pour fournir les emplois à cette main-d'œuvre qu'on aura mise à disposition du secteur privé. Et donc, il faut créer des conditions aussi pour que ces sociétés qui naissent puissent prospérer. Et à la base de cela, il y a donc la mise aux normes de l'environnement des affaires, l'assainissement simplement de l'environnement des affaires, le développement de solutions adaptées de financement, l'existence d'infrastructures. En tout cas, au Congo, on va dire qu'on est déjà peut-être à mi-chemin de la mise en œuvre d'infrastructures qui permettraient notre développement, mais il y a encore un certain nombre d'éléments à compléter. Et puis aussi, il faudrait le corollaire presque, l'autre pendant de la formation, il faudrait aussi que nos États réinvestissent le champ de la recherche scientifique. Parce que, à un moment, pour sortir de notre état de consommateur, il faut qu'on soit innovateur. Et pour être innovateur, il faut qu'on soit à la pointe de la recherche scientifique. Voilà un peu les quelques éléments qui représentent pour moi le socle de la diversification, parce que sans ces éléments, on ne pourra pas diversifier nos économies. D'accord. Ce qui signifie, Michel, qu'un certain nombre de réformes sont attendues. Et là, je vais poser la question à Moïse, de savoir quel type de réforme sur la base de ce que nous partage Michel, quelles sont les réformes qui seraient urgentes et nécessaires dans l'environnement du Congo. Merci beaucoup Nadine. Tu l'as bien dit en faisant écho aux propos de Michel. Il nous faut un secteur privé fort, un secteur privé qui permet de soutenir l'économie et de créer des emplois. Et pour cela, il nous faut un environnement propice aux affaires. Ces dernières années, d'ailleurs, le rapport ou les rapports du business du groupe de la Banque mondiale l'ont souligné, des réformes importantes dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires ont été menées au Congo. Mais il faut également noter qu'il y a eu un ralentissement de ces réformes, notamment à cause de la Covid-19. Mais je pense que les pouvoirs publics congolais sont sensibles, ils sont conscients qu'il faut améliorer l'environnement des affaires, notamment en instaurant la facilité pour obtenir certaines autorisations, la facilité pour promouvoir les partenariats publics-privés. Michel l'a dit tout à l'heure. Et on a vu les dernières lois qui ont, par exemple, été adoptées concernant la protection de la propriété foncière. Alors qu'il y a quelques années, obtenir un titre foncier, c'était un véritable parcours du combattant. Et ces dernières années, les pouvoirs publics ont beaucoup légiféré en la matière. Et aujourd'hui, on peut dire que le foncier congolais est juridiquement sécurisé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire concernant l'assainissement du climat des affaires. Et je pense que les pouvoirs publics sont conscients de cette nécessité. Et je citerai également les recommandations de la Banque africaine du développement concernant la nécessité pour les États africains et donc le Congo de mener des réformes courageuses dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre de je parlais de l'assainissement du secteur privé. C'est une préoccupation qui est prise à bras le corps aussi bien par les pouvoirs publics eux-mêmes que par les partenaires extérieurs. Donc, ces réformes sont nécessaires pour qu'on ait un secteur privé fort, un secteur privé qui peut, dans beaucoup de domaines, remplacer ou en tout cas compléter les pouvoirs publics. Très bien. Et
est-ce que c'est la mise en œuvre de ces réformes, ou je dirais la mise en œuvre de ces stratégies, ne nécessite pas des financements, donc des ressources assez importantes, qui aujourd'hui ne sont pas disponibles et qui peuvent ralentir la mise en œuvre, l'exécution de ces stratégies, qui peuvent ralentir la transformation nécessaire pour que ces stratégies prennent vie? Est-ce que c'est pas un élément qui peut également freiner, même si on a la volonté de mettre en œuvre ces réformes, on peut faire les textes, mais est-ce que c'est suffisant pour passer à l'étape de mise en œuvre? Et là, je me retourne vers Michel. En tant que patron, en tant que patronat, est-ce que c'est pas un élément également qui peut ralentir l'action des pouvoirs publics? En fait, c'est même l'inverse. Certains financements ont du mal à nous arriver parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui ne sont pas conduites. Et écoutez, concrètement, je vais prendre un exemple concret. Vous savez que la perception, rien que du risque pays, le risque pays, ça n'est pas seulement les aspects sécuritaires qui ne nous concernent pas beaucoup, nous, au Congo, parce qu'on est un pays assez sécurisé, mais la perception du risque pays, c'est aussi tous les éléments réglementaires, la justice, etc. Et la perception du risque pays fait qu'il y a un certain nombre d'investissements qui ne se projettent pas chez nous, ou alors qui se projettent chez nous avec des ROI très courts, avec des retours sur investissement de 3 ans. Avec des retours d'investissement sur 3 ans, on fait du commerce, on fait de l'importation. On ne fait pas d'industrie. Or, on dit bien que pour se développer, il faut qu'à la base, on ait un secteur primaire fort, un secteur secondaire qui s'appuie sur un secteur primaire fort. Ouais, donc, il faut qu'on sorte un peu de ce carcan qui empêche, justement, des investissements plutôt long terme. Et là, on revient donc sur la nécessité de réformer, d'envoyer les bons signaux aux investisseurs potentiels. Déjà, qu'on ait, comme Moïse le disait tout à l'heure, plus de facilité à l'installation, moins de lourdeur sur l'obtention de certains documents, la clarification sur les rôles de certaines administrations et quel type d'agrément il faut aller dans tel et tel métier. Mais non seulement une fois que c'est clarifié, il faudrait également faciliter l'accès à ces agréments, à ces autorisations, etc. Si je peux me permettre un exemple, j'ai discuté avec le responsable pays d'une multinationale qui investit dans 4-5 pays dans de gros projets infrastructurels en ce moment. Et il me disait que dans un pays voisin, en 45 jours, il a eu des autorisations, il a commencé les premiers coups de pioche pour démarrer son infrastructure. Au Congo, il est présent depuis 1 an et demi à courir toujours après un certain nombre de signatures. Donc, souvent, les pouvoirs publics n'ont pas je dirais pas la hauteur, mais n'ont pas toujours la conscience des dysfonctionnements qui créent des lenteurs. Parce que la volonté politique est là. On veut aller vers un objectif de diversification, d'attraction des investisseurs. Le tempo politique est donné. Mais la machine administrative, des fois, peut s'avérer un peu grippée. Et tant qu'on ne la dégrippe pas, ça freinera un certain nombre d'investissements et par nature, on aura toujours des investissements plus ou moins court terme. Très bien. Et ça signifie que le patronat, qui représente quand même une partie importante du secteur privé, a ce rôle à jouer en tant que partenaire du secteur public pour pouvoir déverrouiller ces différents blocages. Et si oui, quels sont les mécanismes, les 2-3 mécanismes, par exemple, que vous avez projetés, vous avez été élu au mois de novembre. Donc, quels sont les 2-3 mécanismes qui ont été mis en place pour déjà accélérer ce dialogue assez important qui permettent de construire une vision commune à la fin pour accompagner les différentes volontés? Je vais faire déjà sur la communication, comment on s'adresse au pouvoir public. Je vais faire un parallèle avec le JICAM, donc une organisation sœur qui est au Cameroun, le patronat camerounais. Le JICAM a produit ce qu'on appelle un livre blanc. Nous avons fait la même chose à Eni Congo. Le JICAM, le livre blanc du JICAM n'a pas été simplement une collection de constats de ce qui ne va pas. Mais le JICAM a pris une certaine hauteur, a positionné le Cameroun par rapport à ce que le Cameroun considère être des pays concurrents. Je pense qu'il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait peut-être le Ghana, un certain nombre de pays comme ça. Et donc, une fois qu'on positionne son pays par rapport à des concurrents, on peut présenter ensuite le constat éventuellement de la perte de vitesse de son pays par rapport à ce qu'on considère être ses concurrents. Et donc, le constat de la perte de vitesse impose aussi finalement la déclinaison secteur par secteur dans l'administration de ce qui pose problème et ce qui nous a fait perdre de la vitesse. Au Congo, on a peut-être
pas pris cette hauteur et on est allé tout de suite dans le vif en disant ceci ne va pas, et des fois ça a été mal vécu. Ça a un peu grippé je reviens encore sur mais c'est vraiment l'expression qui me vient à l'esprit, gripper les rouages du dialogue. Et donc il nous faut prendre un pas de recul et être beaucoup plus constructif et apporter des propositions, mais apporter surtout aux décideurs qui sont eux peut-être pris dans le day-to-day de la conduite des affaires de l'État, leur apporter un peu une vision d'ensemble. On a un certain nombre de problématiques, donc pour revenir plutôt dans le concret, on a plusieurs mesures qui sont prises, plusieurs mesures qui s'appliquent, des fois qui se chevauchent, on va être concret, le corridor Pointe-Noire-Brazzaville. Le corridor Pointe-Noire-Brazzaville, aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures fiscales, de mesures de parafiscalité qui se chevauchent, des mesures de contrôle qui alourdissent le coût de transporter les marchandises du port de Pointe-Noire vers Brazzaville. La difficulté qu'ont les pouvoirs publics, c'est que sur chaque bout de territoire, sur chaque élément de cette infrastructure, une administration différente intervient. La douane, les différentes administrations portuaires au port, les administrations qui gèrent les infrastructures routières, les péages, les administrations liées à la force publique, et tout ça mis bout à bout, chacune a l'impression d'avoir un impact négligeable sur la surcharge que représentent les coûts globaux. Et donc c'est à nous de prendre un pas de recul et dire au pouvoir public, regarder l'impact de ce morcellement de vision ou d'exécution et regarder l'impact que ça a sur la compétitivité du pays. Voilà un peu la nouvelle approche qui nous... Donc, prendre plus de la hauteur, nous positionner vis-à-vis des enjeux régionaux, des pays similaires aux nôtres, et ensuite, au sein même de nos pays, donner un peu une vision plus large des différents enjeux et de ce qu'impliquent les politiques publiques et comment elles sont mises en œuvre. C'est ça. Donc, vous avez en fait une approche qui consiste à faire les constats, évaluer les incidences de ces constats et comment ça empêche le développement économique au Congo. Est-ce que vous pensez également, parce que c'est vraiment la démarche appropriée, ici il y a une ouverture en face, ce sera certainement très bien, et ça me permet de passer au développement du secteur agricole, précisément des chaînes de valeur. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous d'accord, le secteur pétrolier, il est très fort. Le secteur non pétrolier, il n'est pas suffisant. Or, l'agriculture reste véritablement un domaine de prédilection lorsqu'on sait que plus de 65% des terres arabes non exploitées dans le monde se trouvent en Afrique, alors qu'en Afrique, nous continuons d'importer pour plus de 35 milliards de dollars de denrées alimentaires. C'est pour ça que la BAD s'est positionnée, l'un de ses piliers, c'est comment on va nourrir l'Afrique avec 15 chaînes de valeur. Si je le ramène au cas du Congo, et ensuite on va parler plus largement pour l'Afrique, comment vous voyez, en tant que professionnel de ce secteur, comment vous voyez concrètement la mise en œuvre du développement des chaînes de valeur agricoles au Congo et de manière plus générale en Afrique subsaharienne? Question très importante, et je pense, en me présentant d'ailleurs, vous utilisez le terme professionnel du secteur, et c'est ça la clé. Il faut professionnaliser le secteur. Et il faut spécialiser, c'est-à-dire créer des chaînes de valeur avec des acteurs de l'amont, de l'aval, où chacun a son rôle à jouer dans une véritable logique de chaîne, de filière, de chaîne de valeur. Au Congo, le challenge que nous avons, c'est que l'agriculteur est souvent importateur de ses intrants, et donc producteur naturellement, et transporteur, distributeur, donc marketeur de ses produits. Et ça l'empêche de se concentrer sur son métier de base, qui est produire bien avec des rendements qui lui permettent une rentabilité économique suffisante. Et quand vous comparez avec comment ça fonctionne ailleurs, l'agriculteur est agriculteur. Et vous avez soit des sociétés privées, soit des coopératives qui assurent au bord du champ, à la porte de la ferme, tous les services, la commercialisation ou l'apport même d'abord en amont des intrants, ensuite le conseil technique, agronomique, vétérinaire, etc. Puis tous les services liés à la distribution ou le stockage, le transport, etc. Donc il nous faut vraiment pouvoir organiser, professionnaliser
faire émerger des sociétés. En fait, il y a beaucoup d'engouement. Je dois vous dire, il y a beaucoup d'engouement aujourd'hui autour de l'agriculture parce que l'État congolais, les pouvoirs publics ont mis l'accent sur l'agriculture, qui est la priorité numéro 1 du PND. Et ça fait qu'il y a un engouement général d'entrepreneurs qui veulent s'investir dans le secteur. Mais le problème, à mon avis, c'est qu'ils prennent la chose par le mauvais bout. Ils veulent s'investir dans l'agriculture. Alors, il faut qu'ils s'investissent en fonction de leurs compétences et des atouts qu'ils ont dans le secteur agricole au sens large, pas en tant qu'agriculteur, qui transporteur, qui logisticien, qui prestataire de services, etc., etc. Donc c'est vraiment, il faut avoir une réflexion, peut-être de la communication, de la formation autour des métiers de l'agriculture, pour que les gens réalisent que je peux m'investir dans l'agriculture sans être producteur. Je peux apporter des conseils agronomiques, faire pour les jeunes, parce que c'est très à la mode, du suivi en drone de l'état des parcelles, etc. Donc il y a tout un tas de métiers qui peuvent se greffer là-dedans. La réflexion doit vraiment être menée par les pouvoirs publics, mais à notre niveau également, sur comment amener les gens à comprendre que le secteur agricole ne consiste pas seulement à s'investir en tant qu'agriculteur. Et ça nous emmène aussi à donner un peu de visibilité aux chaînes de valeur, même si demain elles existaient, demain on arrivait à créer des PME de prestations de services, de distribution, etc., il faudra tout de même articuler tout ça. Et j'anticipe peut-être un peu, mais on avait parlé tout à l'heure de technologie, et la solution aussi pour aider, et là on parle plutôt d'un point de vue global, et dans tous les pays d'Afrique cela s'applique, aider à l'émergence de chaînes de valeur, il faudrait des plateformes technologiques qui permettent d'un côté de recenser tous les acteurs agricoles. Combien sont-ils? Où sont-ils? Que produisent-ils? Quels sont leurs besoins? Les recenser dans des plateformes qui permettent à des prestataires de services de savoir qu'est-ce qui est produit où, qu'est-ce qui peut être vendu où, quels sont les besoins. Donc, on peut y greffer toutes sortes de services, de l'assurance, du conseil, des financements. Et ce genre de plateforme permet aussi, par un suivi dans le temps, de donner au pouvoir public une vision des indicateurs, des KPI, pour voir où en est l'agriculture du pays. On était, il y a 5 ans, au moment de la mise en place de la plateforme, à, je sais pas, 1 million de tonnes d'huile de palme rouge produite dans telle région. On est passé à 1,2 million parce qu'on a structuré, parce qu'on a accompagné, parce qu'on a gagné en visibilité. Et c'est ça aussi qui attirera le financement, parce que ça donnera de l'historique, une connaissance historique de la production agricole, des acteurs agricoles, etc. Et ça rassurera les différents partenaires de financement. Exactement. Et pouvoir assurer également pour ces personnes des débouchés. Exactement. Parce qu'une fois que j'ai produit, qu'est-ce que je vais faire de mes récoltes? Exactement. Et là, je me tourne vers Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les réformes suffisantes pour assurer le développement de cet écosystème agricole? Merci Nadine. Un peu d'histoire. Dans ce pays, pendant longtemps, l'agriculture a toujours été considérée comme étant la priorité des priorités. Et ça n'a pas changé. Michel l'a dit que dans le PND, l'agriculture occupe la première place. C'est le pilier, je dirais, principal de ce PND. Mais tu as bien dit la place du secteur privé. Tout à l'heure, lorsque tu m'as posé la question sur les réformes, j'ai dit qu'on avait besoin d'un secteur privé fort dans un environnement propice pour son développement. Aujourd'hui, parler des réformes dans le secteur agricole pour que toute la chaîne de valeur trouve son compte, c'est-à-dire du producteur au consommateur final, on a beaucoup de défis à relever qui sont en réalité des opportunités. Nous avons des défis d'infrastructure, par exemple. Pour faire partir la production agricole, par exemple, d'Imfondo, c'est-à-dire au nord-est de l'Arctique du Congo jusqu'à Pointe-Noire, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut là mettre en place des infrastructures routières. Il faut également mettre en place des unités de conservation des produits agricoles. C'est un véritable problème. Lorsque vous produisez un fruit comme l'ananas, qui a une durée de vie de 3 jours,
Ben, si vous ne pouvez pas conserver ces ananas, au bout de 3 jours, toute la production est perdue. Unité de transformation qui pourrait régler le problème de la conservation. Marché, là aussi, vous pouvez avoir une grande production, mais si vous ne savez pas trouver des débouchés, tu as parlé des débouchés tout à l'heure, il y a des métiers pour ça, il y a des gens qui savent chercher des acheteurs pour pouvoir écouler ces produits, et des réformes doivent être menées dans ce sens. C'est-à-dire les pouvoirs publics doivent mettre les conditions en place pour permettre aux acteurs privés d'agir efficacement. Pour que la chaîne de valeur, qui, comme l'a rappelé Michel, contient une foultitude de métiers, puisse bien s'exprimer. Les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle de facilitateur et surtout leur rôle de régulateur pour que les acteurs puissent évoluer librement. Et à date, malgré la volonté, Michel l'a rappelé, qu'il y a une réelle volonté du pouvoir public pour promouvoir le secteur agricole, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été investis dans le secteur agricole au Congo, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail concernant l'organisation, et cela passe par des réformes structurelles, je pense, dans ce secteur. Merci Monique. Et c'est là où, avec l'arrivée de la zone de libre-échange économique continentale africaine, on peut se retrouver peut-être à payer le prix de ces réformes non mises en œuvre à temps, non prises à temps. Donc, comment vous anticipez ça? Quel pourrait être l'impact pour une économie comme le Congo? Je veux dire quelque chose qui est à contre-courant. Je pense que l'impact de la mise en œuvre de la ZLECAf pour le Congo va être quasi nul. Ça peut paraître contre-intuitif ce que je dis. Mais vous voyez les denrées de première nécessité, les denrées alimentaires, qui sont le gros de nos importations. Aujourd'hui, elles sont quasiment exonérées de douane. Toutes nos importations. C'est-à-dire qu'on est un pays dépendant, on l'a intégré et on se dit qu'on doit garder le prix bas pour les denrées de première nécessité, on a exonéré quasiment toutes nos importations de douane. Ça veut dire que même lorsque la ZLECAf arrivera, en réalité, la situation changera de 1 ou 2 points. Donc, on ne parle pas des biens de consommation, des machineries, des véhicules, etc., mais vraiment du cœur de nos importations. Et pourtant, lorsque vous vous baladez sur les marchés de Brazzaville, tout coûte cher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le challenge, il est interne au pays. Il est au coût de ramener d'un point A à un point B de la marchandise. C'est-à-dire que vous pouvez mener toutes les réformes que vous voulez au point d'entrée, y compris donc même l'ouverture des frontières, ça aura 0 impact, ou presque, peut-être d'1 ou 2% sur le prix final rendu sur un marché brazzavillois. Donc en réalité, le challenge, il est là. Donc, plutôt que de se concentrer sur le fait qu'un jour des barrières seront abaissées et que ça représentera un challenge pour nous, quelque part ça en représentera, même si dans notre situation spécifique, je suis convaincu que ça ne sera pas aussi important que cela. Concentrons-nous sur comment augmenter le commerce intra-africain, comment produire pour l'interland. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je prends un exemple, vous avez un pays qui est la Centrafrique, dans une situation, c'est vrai, difficile, mais qui est appelé à se stabiliser. Et la Centrafrique, aujourd'hui, est un pays enclavé qui importe tout. Et la Centrafrique, c'est une population aussi grande que celle du Congo. Aujourd'hui, le Congo peut se positionner pour produire ce qui n'est pas produit en Centrafrique pour le marché de la Centrafrique. Et produire, tu as dit une fondo tout à l'heure, produire à une fondo des denrées alimentaires qui sont livrées en Centrafrique, jamais, au grand jamais, si elles sont importées par Douala, Kribi ou Pointe-Noire, elles arriveront moins chères à Bangui. C'est-à-dire que notre challenge est de rendre compétitives nos économies pour nos marchés intra-africains. Voilà. Ceci étant dit, ça n'enlève rien à la discussion sur la compétitivité de nos industries de pointe qui malheureusement ne pourront jamais éclore si on a des industriels étrangers qui viennent simplement avoir des chaînes de montage dans un pays voisin pour vous arroser, de bien monter chez vous. Tout ce débat existe, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le challenge pour le Congolais moyen, c'est de se nourrir. Et sur ce champ-là, aujourd'hui, la situation de l'heure actuelle et de l'abaissement des tarifs, à mon avis, la situation ne sera pas très différente. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il peut quand même avoir un impact dans la mesure où
certainement, l'un des problèmes aujourd'hui, ce sont ces exonérations. Parce que qui dit exonération dit qu'il y a baisse de recettes. Et s'il y a baisse de recettes publiques, ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de financer leur stratégie et leurs projets. Oui, tout à fait. Dans l'absolu, le fait de ne pas avoir ou d'avoir de faibles recettes douanières et fiscales est un problème. Et donc, ce que je voulais simplement mettre en lumière dans mes propos qui précédaient, c'est que la situation future, c'est une situation qui, pour la majorité de nos importations, est déjà celle qu'on vit. Donc, c'est un problème. Et d'ailleurs, les bailleurs de fonds ont demandé au Congo d'arrêter de faire des exonérations ponctuelles et d'améliorer la qualité de sa collecte douanière et fiscale. Et en effet, il nous faut peut-être repenser cette politique d'exonération et surtout la repenser de manière à ce que on puisse faire éclore une vraie production nationale et la protéger le temps de jusqu'à la mise en œuvre de la ZLECAf pour nous faire éclore un certain tissu suffisamment diversifié, faire grandir les petits pousses pour en faire des ETI, puis des grands groupes, et après on baisse les barrières et on sera prêt. Effectivement, la discussion est tout à fait légitime, et en particulier plutôt dans on va dire dans l'industrie, et dans l'industrie plutôt de pointe. Ça va être un vrai débat où demain on ne produira pas d'ordinateurs dans les pays comme le nôtre, on sera un consommateur d'ordinateurs, les sujets autour de l'intelligence artificielle n'en parlons même pas. Voilà, donc il y a tout de même des enjeux, je le reconnais. Et ça nous amène à la dernière partie de notre échange autour de quelle formation, parce qu'on dit il y a la technologie qui prend sa place, quelle formation nous devons assurer le développement des talents qui vont pouvoir accompagner le développement du secteur privé, y compris donc l'agriculture, dans ces nouveaux métiers que nous pouvons constater hors des frontières Afrique francophone subsaharienne, mais qui sont des réalités et qui permettent aujourd'hui, lorsqu'on regarde en Occident, une accélération donc du développement du secteur, de certains pans du secteur privé. Je dirais, mais ça c'est un challenge qui s'oppose dans tous les pays, il faudrait que nos jeunes soient de plus en plus formés aux nouvelles technologies, que dès le plus bas âge, comme à un moment il y a eu la réforme de l'apprentissage de l'anglais, par exemple à l'école primaire dans certains pays, il faudrait qu'il y ait maintenant l'introduction de l'informatique et du code, comme ça se fait déjà dans de nombreux pays. Dès l'école primaire, il faudrait que, comme on a appris à lire et à écrire aujourd'hui, qu'on ne soit pas des illettrés de l'informatique et des nouvelles technologies. Ça, c'est vrai. Mais ceci étant dit, repartons d'abord sur la nécessité des pouvoirs publics de définir des stratégies. Il faut qu'on spécialise nos pays. On ne peut pas tout faire. On doit avoir des priorités. Il faut qu'on décide. Le Congo doit se spécialiser dans le secteur primaire, dans quelle spéculation. Le Congo va développer son secteur secondaire en se spécialisant dans quoi? Son secteur des services. Et c'est en fonction de ça qu'on bâtit la stratégie de formation. Vous voyez, par exemple, en ce moment, au Congo, il y a le lancement dans une université d'un cursus lié à l'intelligence artificielle. Je m'interroge, est-ce que le socle académique de base, avant d'en arriver à réfléchir sur l'intelligence artificielle, existe pour nous permettre d'avoir des jeunes compétents sur le sujet? Voilà, donc il nous faut peut-être un peu réfléchir de manière globale et aussi ne pas aller vers tout, mais se spécialiser. Et là, on en vient peut-être, on sort du champ de la formation, on en vient aussi peut-être pour la nécessité pour nos États au niveau des sous-régions de se coordonner un peu sur les priorités. On peut avoir un pays spécialisé sur un domaine et un autre pays complémentaire spécialisé sur autre chose. Et donc de ça découlent aussi les objectifs de formation. On doit aussi on va mettre de côté notre ego plutôt. On doit mettre de côté notre ego. Si on a deux pays, par contre, à l'inverse de ce que je disais, qui sont sur les mêmes métiers, que l'un a une école spécialisée dans ces métiers, en voyant nos jeunes se former chez le voisin. Ne créons pas une deuxième école des mêmes métiers. Je pense, vous devez l'avoir compris, par exemple, à l'école des métiers du pétrole du Gabon. Et le Congo, en ce moment, a pour projet de créer une école des métiers du pétrole. Peut-être qu'on aurait dû capitaliser, mettre nos forces en commun. Ouais, donc il y a vraiment, les enjeux de formation ne peuvent pas être détachés des stratégies de développement des pays. Effectivement, tout à fait d'accord avec vous, Michel. Et lorsqu'on regarde, si on prend ne serait-ce que la région Afrique centrale, où tous les États ont des plans nationaux de développement, on pourra constater qu'on retrouve les mêmes priorités dans un ordre plus ou moins différent. Et de ces PND doivent découler notamment des stratégies de formation, d'éducation, Exactement.
et qui vont nécessairement entraîner des doublons. Et c'est pour ça, vous donnez un bon exemple, hein, l'école du pétrole du Gabon. On a également un projet au Congo, certainement en alignement avec le PND. Je ne sais pas si nous avons également une école de développement des métiers qui rentre dans la chaîne des valeurs agricoles, alors même que c'est inscrit comme étant une priorité, mais effectivement, il y a beaucoup d'actions à mettre en œuvre. Le patronat, bien sûr, peut accompagner le secteur public, mais également le secteur privé, avec donc le concours de nombreux professionnels pour que ça puisse devenir réalité. Sinon, on va continuer de pouvoir mettre des fonds à disposition, avoir des financements, mais on n'aura toujours pas les financements. Et c'est là où, sur la conclusion, je vais commencer à demander à Michel, si vous aviez un mot pour le secteur privé, un mot pour les personnes, les entrepreneurs de l'agro-business, et un mot pour les pouvoirs publics, quel serait le mot pour chacun de ces groupes? Et je reposerai la même question à vous. À destination du secteur privé, tout à l'heure, je vous disais que les difficultés liées à la qualité de notre environnement des affaires ou à la perception, en tout cas, de cet environnement, de la perception des risques pays, faisaient que les investisseurs étrangers étaient souvent limités dans leur vision de leurs investissements dans le temps avec des ROI courts. Et donc, si je peux m'adresser au secteur privé congolais, aux sociétés qui sont investies au Congo, c'est que nous connaissons la réalité du Congo, nous connaissons ses enjeux. Beaucoup de sociétés qui sont membres d'Unicongo sont au Congo depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, si je peux les encourager, c'est de poursuivre leur politique d'investissement et de participer pleinement à la diversification de l'économie. Nous avons des sociétés industrielles qui font de la transformation de produits agricoles importés. Je les encourage à prendre le bâton de pèlerin et aller dans l'amont agricole. Peut-être pas elles-mêmes, parce que c'est pas leur métier, mais susciter la création d'acteurs de l'amont agricole pour que le local sourcing ne soit plus simplement quelque chose qu'on met dans une brochure, mais que ce soit une réalité. Voilà. Et nous, on sait que c'est possible, qu'il y a, malgré les difficultés, la possibilité de développer du local sourcing. Pour ce qui est des acteurs du secteur agricole, je pense que ça sera plutôt un mot d'encouragement, parce que quelque part, c'est un risque, c'est une aventure que d'aller dans le secteur agricole, qui est un secteur aujourd'hui difficile, pas suffisamment organisé. On va dire que les acteurs du secteur agricole et des secteurs, on va dire, de l'agriculture au sens large, sont de véritables pionniers. Et donc, c'est au pouvoir public maintenant de les accompagner, de créer les conditions, comme Moïse l'a dit. Et je pense que il y a suffisamment d'acteurs volontaires pour relever les défis. On est présent. On a fait montre de résilience, on a relevé le défi de commencer à produire local, et donc il faut maintenant que les pouvoirs publics créent les conditions pour nous permettre d'émerger, et nous développer et grandir. Merci beaucoup, Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci Nadine. Je pense que Michel a tout dit. Je vais rester dans le secteur privé agricole, puisque c'était la spécificité que tu as mis en exergue concernant le secteur privé. Alors, pour ce qui est des acteurs privés, alors, moi, je dirais tout simplement que dans la mesure où l'agriculture au Congo a pour finalité première nourrir la population et donc lutter contre la faim, aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, il faut vraiment mettre un accent sur la qualité des ressources qui vont animer ce secteur. C'est la question que tu as posée à Michel tout à l'heure, à laquelle il a donné des éléments de réponse très, très pertinents. C'est la qualité des ressources qui doivent animer le secteur agricole. Je discute avec Michel qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer avoir des tonnes de maïs à l'hectare si on continue à pratiquer l'agriculture avec les méthodes du début du XXe siècle. Aujourd'hui, il faut avoir des acteurs ou des ressources hyper qualifiées qui sont à la pointe de l'innovation, de la technologie, de la biologie, qui peuvent analyser les données climatiques, qui peuvent analyser les données du sol, qui peuvent prévoir la pluviométrie. Bref, il faut vraiment des acteurs très qualifiés pour avoir une agriculture hyper productive, compétitive et durable. Et c'est en relevant ces défis qu'on va arriver
à nourrir la population et atteindre l'objectif. Pour les pouvoirs publics, nous l'avons dit également, les pouvoirs publics ont la volonté. Ont la volonté, mais il faut engager des réformes courageuses. Les réformes courageuses, nous l'avons dit, et une fois que ces réformes sont engagées, notamment pour ouvrir le secteur des affaires, rendre les démarches faciles, et je pense que les deux pourront être dans un partenariat gagnant-gagnant. Le secteur agricole va se développer, va créer de la richesse, ce qui va entraîner, on a parlé tout à l'heure des exonérations fiscales ou douanières. Lorsqu'on crée de la richesse, c'est de la base taxable pour les pouvoirs publics. Merci beaucoup, Moïse. Merci, Nadia. Nous arrivons au terme de notre échange qui, je suis sûre, participe à sa manière à construire les solutions concrètes. Et certainement, nous nous retrouverons dans les prochains mois pour un suivi de ce qui a pu être réalisé. Et je vous remercie infiniment pour cet échange. Et je dis merci aux personnes qui nous écoutent et à très bientôt pour une prochaine édition de PwC Solver Talks.